Bonjour à toutes et toutes. Alors dans cette première partie sur les approches computationnelles en psychiatrie, je vais présenter un type de modèle génératif que sont les systèmes dynamiques. Alors dans un premier temps, si on présente le cadre général dans lequel on parle, eh bien il s'agit de la psychiatrie computationnelle que l'on pourrait détailler en trois grandes dimensions. D'abord, la psychiatrie computationnelle s'occupe de grandes quantités de données et ou de biomarqueurs, c'est-à-dire d'indicateurs d'un marqueur biologique, en utilisant deux types de modèles, à la fois des modèles génératifs et à la fois des méthodes d'intelligence artificielle, et notamment de machine learning ou apprentissage automatique. Alors si on va un petit peu plus loin, cette médecine computationnelle ou psychiatrie computationnelle a deux objectifs. Soit elle modélise de manière mathématique les processus physiologiques à l'intérieur du cerveau, soit elle modélise de manière mathématique la sémiologie. Et donc on voit que la psychiatrie computationnelle s'apparente donc à une modélisation, c'est-à-dire une structuration des données avec des formules mathématiques, computationnel, computer, l'ordinateur, traitement de l'information égale formule mathématique et code, et permet de s'approprier à la fois des données physio-biologiques et des données cliniques. Alors si on regarde une de ces dimensions, que sont les modèles génératifs utilisés en psychiatrie computationnelle, eh bien on s'aperçoit que on pourrait dire que dans le champ relativement large, dans ce sous-domaine de la psychiatrie, apparaissent quatre grands modèles génératifs, que sont l'apprentissage par le renforcement et le raisonnement par la prise de décision, et puis le codage prédictif avec l'inférence active, qu'on présentera dans une autre vidéo, et puis les systèmes dynamiques et théorie des graphes et des réseaux, que j'ai présenté dans d'autres vidéos également. Alors, dans ce premier temps, voilà, les modèles génératifs autour des systèmes dynamiques, qu'est-ce que c'est ? Premier temps, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est un modèle génératif, qu'est-ce que c'est générer. Eh bien, c'est un modèle, donc tout objet de médiation facilitante pour un chercheur face à des données qui lui permet de structurer ces données en faisant des prédictions concrètes, testables sur des processus cognitifs et comportements. Et en fait, tout simplement, c'est un modèle qui reproduit le fonctionnement d'un système. Et en l'occurrence, un modèle génératif en psychiatrie ou en neurosciences, c'est un modèle qui reproduit le fonctionnement du cerveau. Et donc, ça génère finalement ce que fait le cerveau. Donc, ça génère les fonctions du cerveau. Et c'est pour ça qu'on parle de modèle génératif, c'est qu'on va essayer de reproduire certaines fonctions ou un certain nombre de fonctions du cerveau, avec notamment des modèles mathématiques. Alors, pour mieux comprendre ces modèles génératifs, et notamment celui que constituent les systèmes dynamiques, eh bien, il faut comprendre pourquoi ils sont nécessaires. Et en psychiatrie, la plupart des troubles sont multiformes, multifactoriels, non statiques, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans le temps en fonction d'un certain nombre de facteurs, à la fois biologiques ou environnementaux, et à différentes échelles de temps. Et donc en fait, l'utilisation de diagnostics catégoriels, traditionnels, qui limite cette conception dynamique, et donc il y a différents modèles qui ont été très empiriques, c'est-à-dire proposés par des cliniciens qui essaient de faire correspondre l'évolution des troubles à des modèles. Et donc on a par exemple le modèle des 3P, avec des facteurs qui sont à la fois prédisposants, précipitants et perpétuants, qui permettent d'expliquer pourquoi un trouble évolue et se déclenche à un certain moment, des modèles de kindling, c'est-à-dire d'embrasement, comme s'il y avait des bursts d'un coup de sensibilité à l'environnement, et puis des modèles plus récents de stadification ou staging, c'est où on va vraiment classer les troubles en fonction de strates évoluant dans le temps. Mais en fait, toutes ces classifications ont été faites de manière assez empirique ou basées sur quelques données. Le découpage a été fait sur la base de certains seuils, à la fois de même manière basé sur quelques statistiques, mais il n'y a pas vraiment d'évolution temporelle au sens propre de mathématiques. Et donc il y a des modèles mathématiques qui cherchent vraiment à évaluer l'évolution dans le temps de certaines variables, et c'est justement la théorie des systèmes dynamiques. Voilà, alors tout autour des images, on voit certains articles, comme en bas à gauche, un article d'un primer de Nature qui propose des évolutions des troubles sur des courbes qui sont vraiment tracées à la main. Et tout l'enjeu des systèmes dynamiques va être de tracer ces courbes de manière beaucoup plus rigoureuse et systématique en étudiant l'évolution de variables sur le plan mathématique. Alors en fait, ces systèmes dynamiques ils sont connus puisque c'est ce qui est utilisé dans un grand nombre d'autres disciplines et notamment dans la météo. Et donc dans la météo, il y a vraiment une apparence d'aléatoire, de hasard. En fait, on y trouve des lois. Et en psychiatrie, on pourrait dire que c'est comme en météo. Les lois finalement ne sont pas parfaitement connues. Il y a énormément de variables qui interviennent. Alors en météo, on aurait la composition de l'air, la température, les pressions, effets de soleil, de l'homme, des animaux, etc. Et toutes ces variables, on ne peut pas les connaître précisément. Donc on ne peut pas avoir la précision de la mesure dans tous les points de l'atmosphère, dans tous les états de l'atmosphère, dans tous les lieux.
Et donc on doit ramener le système à quelques variables dont on connaît avec précision les valeurs, et au moins au départ. On connaît les conditions initiales. Et en fait, c'est des systèmes qui sont donc dits chaotiques, parce qu'ils ont une forte dépendance aux conditions initiales, hein, c'est l'effet papillon qu'on voit des fois dans l'attracteur de Lorentz, et puis ils sont modélisables avec des équations différentielles, qui sont à proprement parler les équations qui prennent en compte la temporalité en mathématiques. Et on peut identifier donc des objets dynamiques. Alors certains de ces termes sont connus hein, dans les médias, on parle d'oscillateurs, d'attracteurs, de points fixes, de points fantômes, de cycles limiques, des fractales, des bifurcations, les lois du chaos et l'effet papillon. Voilà. Et donc on voit sur le schéma, hein, quand on modifie à peine de moins d'un millième les conditions initiales, entre la courbe marron à 0,0411 qui est le point de départ à T0 et le point bleu à 0,0412, eh bien on voit qu'au bout de certains cycles sur une fonction relativement simple, hein, eh bien il y a énormément de variations, et voire même une inversion des courbes bleues et rouges au bout d'environ 12 à 13 temps. Alors les systèmes dynamiques, on peut les proposer en psychiatrie, et on peut proposer une modélisation par exemple qui prendra en compte des variables à l'image de la météo, non pas de la composition de l'air et des mouvements terrestres et humains, mais de l'environnement, des mouvements internes, donc tous les éléments internes au patient, hein, de la subjectivité interne à la génétique, et des symptômes, qui sont finalement les manifestations cliniques. Et donc ce qu'on peut faire, c'est très clairement montrer l'évolution dans un espace de phase, comme dans le petit c, hein, de certains troubles qui, dans le temps, vont montrer des oscillations, comme on le voit dans la figure le petit a ou le petit b, où il y a des oscillations, ou alors une poursuite de la symptomatologie au fil du temps et au fil de l'interaction entre variables. Alors, ces systèmes dynamiques, ils ont certaines forces, parce que certes, ils permettent de comprendre des interactions qui sont dites donc non linéaires entre des variables environnementales, descriptives, subjectives, biologiques, etc. Et ils ont aussi des limites parce que la portée explicative, elle est limitée pour la clinique, hein, ce sont plus des modèles pour la recherche, et puis c'est relativement réductionniste, puisque, en tout cas théoriquement, il s'agit de modéliser de manière mathématique les comportements humains. Il n'y a pas vraiment de discrimination de la nature des symptômes, donc on peut modéliser l'évolution d'une tendance, mais on ne sait pas si cette tendance, elle est, par exemple, une manie ou une dépression. Et l'extrapolation clinique des résultats, vu qu'ils sont non linéaires, doit être effectuée avec le plus grand soin. La non-linéarité n'est finalement pas le mécanisme classique du raisonnement du clinicien qui raisonne de cause à effet. Il y a des forces et des atouts hein, pour la psychiatrie. Déjà, on peut simuler l'évolution de certaines maladies, on peut montrer la variabilité des phénotypes dans une maladie, informer sur ce que sont les attracteurs. Hein. Il faut imaginer que s'il y a une boule au fond d'une vallée, elle va être il va y avoir une attraction de cette boule pour le fond de la vallée, hein, elle va glisser tout au fond de la vallée parce qu'il va y avoir des forces qui l'y entraînent et une difficulté à la faire remonter de l'autre côté de la pente. Et en fait, c'est un petit peu ce qui arrive à certains patients. On glisse au fin fond d'un état psychique et on a du mal à en sortir. C'est vraiment la définition de ce qu'on pourrait appeler un trouble. Et puis, des cohortes longitudinales hein, peuvent être insérées dans ces modèles. On peut mettre des données et voir comment chacun de ces patients évolue en fonction du modèle. Et puis, on peut aussi raffiner la nosologie. Alors là, très clairement, c'est proposer des nosologies basées sur les différents types d'évolution des différents troubles. Voilà, merci pour votre attention.